Il y a des années à sanglier comme il y a des années à girolles. Ça vous étonne? Oui, je comprends, c'est pas intuitif. Et pourtant, c'est vrai. Dans les années d'abondance, les compagnies débordent, et puis l'année d'après, on a l'impression qu'il y en a moins. Et dans ces cas-là, on se perd un peu en conjecture, on refait le match. Sauf que la vraie réponse, la plupart du temps, elle est sous vos pieds. Alors attention, on ne parle pas de la tendance de fond. Les sangliers prolifèrent en France depuis 50 ans et les causes sont multifactorielles. J'en parle dans la vidéo longue sur le sanglier que je vous mets en description. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de ce qui se passe à l'intérieur de cette tendance, sur un territoire donné, d'une saison à l'autre. Pourquoi certaines années les populations bondissent, on a l'impression que ça sort de partout, et pourquoi d'autres années elles stagnent? Et la réponse à cette question-là, elle n'est pas nationale évidemment, elle est locale, à l'échelle d'un territoire. Le focus, c'est le format où on prend un mécanisme effleuré dans la vidéo longue et on le démonte complètement. Un seul enjeu, aujourd'hui, la bonne glandée. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Pour comprendre la glandée, il faut d'abord regarder les autres ongulés de chez nous. Le cerf ou le chevreuil, par exemple, ont une démographie relativement stable d'une année sur l'autre. Elle monte, elle descend, mais sur une pente douce, et suit les tendances. Le sanglier, c'est différent. Dans la littérature scientifique, il y a un terme pour ça. Ça s'appelle les Pulsed Resource Consumer. Oui, je parle anglais. Un consommateur de ressources pulsées. Un animal dont la démographie est gouvernée par des pics d'abondance alimentaire irréguliers et massifs. Bieber et Ruff, dans le Journal of Applied Ecology en 2005, sont les premiers à avoir modélisé ça proprement sur le sanglier européen. Leur conclusion est claire, les fluctuations de population sont directement indexées sur ce qu'on appelle le mast seeding. Comprenez, la fructification synchronisée et intermittente des chênes, des hêtres et des châtaigniers. Le sanglier ne suit pas une courbe linéaire, il bondit, il stagne et il rebondit. La chaîne qui relie une bonne glandée à une explosion, je sais pas pourquoi je dis une bonne glandée, je sais pas. La chaîne qui relie une bonne glandée à une explosion démographique comporte 4 étapes. Première étape, une laie ne se reproduit pas parce qu'elle a l'âge de se reproduire. Elle se reproduit parce qu'elle a le poids de se reproduire. Bah oui, mais ça change tout. Une équipe de chercheurs de l'ONCFS, qui sera plus tard mangée par l'OFB, a suivi la même population pendant 22 ans sur le même massif en Haute-Marne. C'est une des séries les plus longues qu'on ait sur le sanglier en Europe. Le seuil de première reproduction chez la laie se situe entre 27 et 33 kg de masse vive, ce qui représente 33 à 41% de la masse adulte. À titre de comparaison, chez la biche et la chevrette, ce seuil est autour de 80%. Le sanglier peut enclencher la reproduction à un stade où un autre ongulé de taille comparable n'est physiologiquement pas prêt. Et c'est ça qui rend l'espèce si réactive. Deuxième étape, une bonne glandée fait franchir ce seuil à des femelles qui n'y seraient pas arrivées autrement. Une bonne année de chêne, c'est une densité calorique élevée disponible exactement au moment du rut, entre octobre et janvier. Des laits d'un an qui n'auraient pas atteint le seuil dans une année ordinaire le franchissent. La même étude de l'ONCFS établit ceci. La proportion de femelles en chaleur en novembre varie de 0 à 90% selon les années. Vous m'avez bien entendu, c'est la même forêt, c'est le même mois, la même population, 0 ou 90%. Troisième étape, le rut avance. Une étude suédoise sur plus de 600 laits l'a confirmé. Une femelle lourde produit plus de marcassins. C'est mécanique. Mais il y a un truc encore plus intéressant. Des chercheurs du CNRS ont publié ça en 2017 sur des populations suivies en France et en Italie. Ils ont regardé comment les femelles allouent leurs ressources reproductives selon les années. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les années d'abondance, les femelles adultes ne produisent pas juste des portées plus grandes. Elles produisent des marcassins différents. Truc de malade. Des profils variés dans la même portée, comme si elles couvraient tous les cas de figure. L'idée, c'est que quelle que soit l'année suivante, bonne ou mauvaise, il y en aura toujours quelques-uns qui s'en sortiront. Stratégie reproductive incroyable dans un environnement imprévisible. Donc si vous mettez bout à bout tout ce qu'on vient de voir, plus de femelles qui franchissent le seuil de reproduction, un rut qui avance, des portées plus grandes et plus diversifiées, des laits de l'année capables de reproduire dès l'automne suivant, vous obtenez un effet cumulatif qui devient visible sur le terrain avec un décalage souvent autour de 12 à 18 mois. Il y a une étude publiée en 2023 dans The American Naturalist, je vous mets tous les liens évidemment en description, il pose une question simple. Est-ce que ce qui compte pour le sanglier, c'est la quantité de glands produits chaque année, ou la façon dont les bonnes et les mauvaises années s'enchaînent? Et B, la bonne réponse, c'est l'enchaînement. Une alternance régulière d'années riches et d'années pauvres, une cyclicité biennale, maximise la croissance des populations. Alors pourquoi?
Eh bien parce que cette alternance coïncide avec le temps de génération du sanglier, autour de 2 ans. Une bonne année déclenche une vague reproductive. La mauvaise année suivante réduit la compétition. La bonne année d'après relance le processus. Le cycle amplifie l'effet à chaque tour. Les auteurs indiquent que le réchauffement climatique, en favorisant des printemps chauds et des étés secs, pourrait favoriser précisément cette alternance biennale. Autrement dit, le changement climatique ne favorise pas le sanglier juste parce que les hivers sont moins rudes. Il pourrait aussi le favoriser en calant le rythme des arbres sur le temps de génération de l'animal. Ce qui expliquerait en partie pourquoi on a l'impression d'un cycle infernal depuis quelques décennies, alors qu'une partie de ce cycle est en réalité prévisible. Alors précision nécessaire, c'est une modélisation, c'est pas 22 ans de terrain comme l'étude de l'ONCFS. C'est une prédiction solide, mais pas une certitude établie. Voilà, j'aime bien quand c'est clair. Voilà, par exemple, je fais la prédiction solide que vous êtes abonné à cette chaîne. Ah bah vous me feriez pas ça, je vous connais. Mais ce n'est pas une certitude établie. Voilà. Oui, je gratte un peu. J'ai chassé des années sans savoir vraiment pourquoi il y en avait plus ou moins suivant les années. On regardait les images de la caméra, on comparait les tableaux, et la réponse était souvent derrière nous, pas devant. Les analyses démocratiques de Bieber et Ruff en 2005 et de Gamelan et Al 2021, parues dans Ecosphère, sur 3 populations comparées en France et en Italie, montrent que l'importance relative des différentes classes d'âge dans la croissance de population varie selon les contextes de ressources. En clair, la même pression de chasse appliquée les mêmes mois sur les mêmes territoires ne produit pas les mêmes effets selon ce que les arbres ont fait l'automne précédent. L'erreur classique, c'est d'attribuer à la gestion seule ce qui relève de la ressource. Une mauvaise année en effectif après un fort prélèvement, ça peut très bien être une année pauvre en glands. Sur les réseaux sociaux, j'en ai pas croisé des années comme ça encore. En revanche, une explosion malgré un prélèvement soutenu, ça peut très bien être une excellente glandée quelques mois avant. Confondre les deux, c'est tirer les mauvaises conclusions et prendre les mauvaises décisions l'année suivante. L'ONCFS a formalisé des protocoles de mesure de la glandée accessibles sur le terrain, et le principe est assez simple. On choisit un échantillon d'arbres, environ 30 à 60 par essence, on lève les yeux, indice dans la couronne, puis on baisse les yeux, comptage au sol. Alors c'est pas compliqué sur le principe, faut juste le faire au même moment, de la même manière, pour pouvoir comparer les années. L'objectif est d'évaluer si l'estimation de la fructification forestière peut servir d'outil de gestion pour anticiper la reproduction à venir et adapter les prélèvements en conséquence. Ce que la science dit en fait, c'est qu'une partie de la dynamique du sanglier devient plus prévisible localement lorsqu'on suit les bons indicateurs, notamment la fructification forestière. Le problème, c'est qu'on a longtemps regardé les tableaux de chasse sans regarder les arbres. Les travaux sur les ressources pulsées invitent à compléter les outils classiques par des indicateurs de fructification. Alors la glandée n'explique pas tout, elle ne compense pas à elle seule tous les autres effets. Mais elle ouvre une piste que la recherche commence à explorer sérieusement. Est-ce qu'une pression de chasse mieux calée sur le cycle de la ressource, modulée selon les années de fructification, serait plus efficace qu'une pression appliquée de façon identique d'une saison à l'autre? La recherche pose la question. Les modalités concrètes, en revanche, restent à établir. Cette année, est-ce qu'on tire en priorité les jeunes? Ou est-ce qu'une autre, on privilégie les adultes? Bon, tout ça c'est bien beau, mais il faut aussi rappeler un truc. Tirer un marcassin de 8 kg avec une balle, c'est pas ouf. Tirer une lessuité, c'est condamner une portée de marcassin à mourir de faim. Alors les chasseurs ne font pas ça, ils chassent. Donc les pistes à portée ici se heurteront toujours potentiellement à l'éthique naturelle de la chasse. Détruire est une chose, chasser en est une autre. On n'est pas des fonctionnaires. Alors on n'a pas toutes les réponses définitives à toutes les questions, il reste encore du boulot à faire avant de comprendre toutes ces mécaniques complexes. Mais la science nous apporte quelques pistes qui seraient intéressantes de suivre. Voilà le format Focus, un sujet approfondi à l'intérieur de la grande histoire. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît et donnez-moi des idées de sujets, me laissez pas comme ça les gars. En attendant, faites pas trop les cons à la fête du village. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.